Yes, MVP, comment ça va? Ça va très bien, mon ami. Comment ça va de ton côté? Ça va super bien. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui, je suis super content de le recevoir. En fait, ça fait des années que je veux le recevoir. Puis à chaque fois qu'il me dit peut-être qu'il va faire participer au podcast, il me ghost, il me répond plus à mes messages. Le gars, c'est un judoka, un des plus grands judokas au Canada. Puis Yes. c'est pas Antoine Valois-Fortier. Enfin, ça, on va parler à quelqu'un d'autre d'intéressant du judo. Il a gagné la médaille de bronze à Barcelone en 1992. Il a gagné la médaille d'argent à Sydney en 2000. Triple médaillé des championnats du monde. Donc, Nicolas Gill va se joindre à nous. Donc, super content de l'avoir. Comment ça va, Nicolas? Oui. Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Ouais. Comment ça va, le confinement et l'entraînement du judo est inexistant ici au Québec? Oui, ça va comme ça va. Écoute, évidemment, c'est un moment très difficile pour les sports de combat, spécialement au Québec, qui semble tarder à se déconfiner à ce niveau-là. Ouais, c'était quoi ta réaction, toi, quand t'as vu, je pense qu'il y a 2 jours, là, c'est Arruda qui disait que il allait attendre un vaccin avant que le monde puisse se donner des colleux à l'entraînement? Ben, il y a, je pense qu'ils ont prouvé à plusieurs occasions que ce qu'ils disaient une journée, c'était peut-être plus valide le lendemain. Donc, on va espérer qu'encore une fois, là-dessus, ça change. Mais je pense que sérieusement, la situation évolue rapidement. Je pense présentement, ils sont un peu dans une crainte de retour un peu plus intense du virus. Je pense avec le déconfinement qui est parti peut-être un petit peu plus intense qu'ils espéraient, surtout après 9 heures le soir. Donc, je pense qu'ils sont prudents avec ce qu'ils n'ont pas déconfiné à date. Je pense que c'est normal. Bon, à voir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Évidemment, je dirais comme bon père de famille, je suis un peu inquiet que les bars soient ouverts et qu'on remet en question la pratique sportive d'enfants et qu'on compromet peut-être le retour en septembre à l'école à cause du divertissement de certains. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'est un bon point, mais là, toi, tu disais que tu as 2 enfants, c'est ça? Oui, un petit de 5 ans et une grande de 7 ans. Je pensais que tu disais qu'il sortait d'un bar. Non, j'espère qu'il rentre à l'école en septembre. Mais écoute, toi maintenant, tu as pris ta retraite depuis. J'ai pas fait ma recherche depuis quelle année que tu as pris ta retraite, là? Le 10 janvier 2005. 10 janvier 2005, puis là, présentement, tu travailles pour Judo Canada. C'est quoi le titre que tu as avec Judo Canada? Je suis directeur général et directeur des programmes de haute performance. Oh, tabarouette, fait que tu travailles pas pour eux autres, c'est eux autres qui travaillent pour toi, en gros. T'es Judo Canada. Ouais, j'en fais pas mal, on dirait. Ouais, puis tu sais, quand tu as vu le virus arriver, est-ce que tu t'attendais que les Jeux olympiques se cancellent? Est-ce que tu voyais comme peut-être des signes précurseurs que tout allait être annulé? Je sais qu'il y a eu une compétition, je pense, en Russie, que vous avez genre appelé les athlètes juste avant qu'ils embarquent dans l'avion pour pas rentrer dans l'avion parce qu'ils laissaient plus rentrer personne. Mais en fait, moi, j'étais censé être de ce voyage-là en Russie et j'étais du stationnement longue durée à Dorval dans le petit autobus pour me rendre à l'aéroport quand j'ai reçu un message texto de Russie qui disait monte pas dans l'avion parce que le tournoi est cancellé. Et Antoine Valois-Fortier, que tu mentionnais tout à l'heure, qui a déjà été un de tes invités, lui, il avait déjà enregistré ses bagages, qui étaient déjà à l'aéroport, prêt à embarquer dans l'avion. Donc, évidemment que dans notre quotidien, on est connecté sur la planète. On a des événements partout sur la planète. On était bien à l'affût du virus dès
dès le début, au mois, je pense, décembre, janvier, on entendait parler, on suivait ça. On a dû canceller, je pense, au courant du mois de mars, le voyage d'à peu près 75 jeunes qui partaient en Europe. Donc, et c'était un suivi qu'on faisait quotidiennement avec les organisateurs, à savoir est-ce que les événements vont prendre forme, est-ce qu'ils vont être annulés, etc., etc. Donc, on était bien à l'affût. Rapidement, je pense que les Jeux de Tokyo, c'est devenu, inévitable qu'ils soient annulés ou soient reportés. Et bon, je pense encore une fois, c'est reporté à 2021, mais il y a encore plusieurs points d'interrogation. Je pense avant d'être vraiment sûr que ça prenne forme. Puis toi, en fait, c'est le Canada, je pense, qui ont cancellé leur participation en premier pour les Jeux olympiques. Toi, ça faisait-tu un moment quand même qui t'avait dit que qu'il allait canceller ou t'as appris ça en même temps que tout le monde? Nous, on l'a su, je pense, une journée avant. Okay. Il y a eu un appel conférence qui clamait. Mais on nous avait fait part de la réflexion peut-être une semaine ou deux avant, comme quoi que c'était si les experts considéraient qu'il y avait un risque pour la santé des athlètes, le Canada n'hésiterait pas à ne pas y aller et que la réflexion et le suivi se faisaient déjà. Donc, quand ça nous a été annoncé, ça c'est pas venu dans une grosse surprise. Comme on était un peu les premiers à le dire publiquement, évidemment, ça a créé beaucoup un peu de déception chez les athlètes. Mais bon, heureusement, quelques jours plus tard, l'annonce du report a été annoncée. Et là, ça a été, une belle, un beau roller coaster en bon français d'émotions pour les athlètes qui se voyaient canceller leur participation, soudainement reporter d'un an, etc. Donc, je pense que c'est un peu un gros défi pour les athlètes. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation, très peu de réponses. Et je pense que la vie d'athlète, elle est souvent programmée au quart de tour. On sait exactement les échéanciers. Cette fois-ci, ça évolue rapidement, ça change, on ne sait pas trop. Donc, pour les athlètes, c'est définitivement une période pas nécessairement très agréable. Ça a été quoi le plus gros défi là, depuis ce temps-là pour vous de les épauler adéquatement à ce moment-là, les athlètes? Moi, je pense que le gros défi, c'est motivation, entraînement. Aussi, il n'y a pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas pratiquer le judo au Québec. Tous nos programmes sont centralisés à Montréal. Donc, on a trouvé un coin de pays où il permettait la pratique du judo dans certaines conditions. Donc, on a envoyé tout le monde en Alberta. Le gros point d'interrogation, c'est que la motivation, c'est quelque chose de fragile. Il faut avoir des objectifs. Présentement, les objectifs ne sont pas nécessairement très clairs pour les athlètes. Et je pense que c'est le plus gros défi à l'heure actuelle. Puis, tu sais, là, comme je l'ai dit tantôt, là, il y a 2 jours, ils ont annoncé que ça allait être interdit les sports de combat jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Je ne sais pas c'était quoi le temps que tu voulais que les athlètes passent en Alberta. Je pense que c'était 3 mois, là, si je m'en souviens bien. Mais après cette nouvelle-là, est-ce que tu penses que ce serait possible qu'ils restent un petit peu plus longtemps, les athlètes, en Alberta? Là, ils terminent ce samedi un séjour de 3 semaines. Ah, c'était 3 semaines. Bon, j'avais le 3. T'avais une partie de la réponse. Ouais. Donc, un premier séjour de 3 semaines. La situation, c'est un peu, le défi. C'est des décisions à très court terme tout le temps. Donc là, ils vont venir quelques jours, une dizaine de jours à Montréal et on a décidé de les renvoyer un autre séjour de 3 semaines en Alberta. Et on verra comment les choses évoluent. Il n'y a pas, tout est envisagé. On va voir comment ça évolue au Québec. On va voir comment ça évolue à l'étranger, comment ça évolue dans le reste du pays. Évidemment, d'envoyer tout notre petit groupe qui est en course pour Tokyo en Alberta, c'est quand même des investissements importants. On ne peut pas nécessairement faire ça éternellement. Et donc, tout ça est... Bon, je pense que quand on va s'approcher de l'automne, les choses vont devenir probablement un petit peu plus claires. Est-ce que le circuit international reprend?
est-ce que la fameuse deuxième vague, bon, est-ce qu'on va finir la première vague? Est-ce que la deuxième vague va commencer? Mais non, on n'est pas à deuxième. Moi, j'étais sûr qu'on était à deuxième, là. Non. Non, pas encore! Non, Tabarouette, on n'est pas encore là! Tu commences bientôt fini, la deuxième vague est commencée. On étire la première. Ah, shit, là. Colin. Mais, ouais, c'est ça. Puis j'imagine que tu faisais partie des organisateurs de ce camp-là, là. Absolument. C'est comment vous avez monté ça? C'est quoi? Y avait-tu des règles que vous deviez quand même suivre en Alberta ou c'est pas mal cowboy là-bas? Là? Non, ben c'est plus cowboy qu'ici. Mais oui, il y a des règles à suivre. En fait, c'est uniquement notre petit groupe qui ils vivent tous au même hôtel ensemble, mangent tous les repas ensemble dans des salles privées, ils s'entraînent juste ensemble. On a limité les risques au maximum. Ils sont évalués par on a une physio qui les encadre là-bas, qui les évalue à tous les matins, s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes, qui prend la température avant chaque entraînement, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui sont prises. Le point le plus important, c'est que on contrôle le maximum d'éléments de leur vie, justement, qu'ils ne soient pas dans le grand public, etc., qu'ils soient juste entre eux autres, et que si jamais il y a une transmission, ben, ça sera limité uniquement à notre petit groupe et qu'on ne cause pas des dommages ailleurs. Puis, là, tu as l'air à dire que vous contrôlez pas mal tout ce qu'ils font, là. Ils ont-tu le droit de sortir ou c'est vraiment... Non, ils sont en prison. Ben, je pense que les entraîneurs tombent endormis à 9 h. Après ça, je ne sais pas ce qui se passe. OK, mais pendant la journée, ils ne peuvent pas aller se promener, disons, en ville. Ouais. Ils ne peuvent pas... Ben, ils ont un horaire quand même assez chargé d'entraînement. Et il y a quand même très peu de flexibilité d'horaire. On a essayé d'organiser aussi les temps libres qu'ils aillent faire. Ils sont allés faire du hiking à un moment donné dans la montagne. On essaie de limiter au maximum le nombre de contacts. Mais bon, faut pas perdre de vue qu'au Québec, à Montréal, par capita, ça a été un des pires endroits touchés sur la planète à un moment donné. L'Alberta a été beaucoup, beaucoup moins touché que le Québec. Donc, c'est quand même, d'une manière générale, puis une ville comme Lethbridge, il y a très, très peu de cas. Il y a eu peu de cas. Donc, le niveau on va dire, de sécurité est quand même très élevé. Mais on essaie de limiter quand même toute activité, on va dire, inutile ou qui pourrait avoir le moindre risque. Bien, au-delà de la logistique, comme tu parlais tantôt, il y a les budgets. Comme tu disais, c'est évidemment pas illimité. À partir du moment où on devient craintif dans le temps pour dire, OK, là, au niveau des ressources, un jour, il va falloir qu'on ait d'autres façons de fonctionner. Jusqu'à quel point c'est stressant dans les 2-3 prochains mois, par exemple? Moi, un peu, j'ai espoir qu'on ait des réponses un peu plus précises à l'automne, d'une façon ou d'une autre. Selon mes recherches, mes espions, Petit oiseau. Ouais, j'ai quand même quelques amis bien placés à différents endroits sur la planète. Judo gangster, là. Non, c'est toi, ça. Moi, c'est le parrain. Ce qu'on m'a dit, c'est que quelque part en octobre, ils se sont donné une espèce de deadline à savoir s'ils vont réellement de l'avant avec les Jeux olympiques ou pas. Donc, quelle date, excuse-moi? Hein? Au courant du mois d'octobre, aux alentours de ça. Bon, ça évolue. Là, donc, à partir de l'automne, je m'attends qu'on va avoir des réponses un peu plus claires. Est-ce que les Jeux prennent... On va savoir si les Jeux prennent forme, si le tournoi le circuit mondial reprend, oui ou non. J'ai espoir qu'on ait une réponse plus, on va dire, je pense ça,
d'une façon ou d'une autre, on va devoir trancher à savoir qu'est-ce qui se passe pour l'histoire de combat au Québec. Peu importe on pourra pas gérer comme on gère présentement, c'est-à-dire de semaine en semaine éternellement. Il va falloir prendre des réponses plus définitives puis à plus long terme. Donc, j'ai espoir que d'ici peut-être début septembre, on a un plan beaucoup plus précis pour notre organisation et les athlètes aussi, parce qu'ils ont une vie à gérer, les entraîneurs aussi. Tout le monde a sa vie personnelle aussi, au-delà de ça, qui doit gérer. Puis là, tu dis que vous allez avoir sûrement une réponse en octobre là, pour les Jeux. Ils ont-tu avancé l'idée qu'il va y avoir personne qui va regarder les événements sportifs en live? Ça, il y a des gens qui ont mentionné ça, mais j'y crois pas, dans le sens que ils vont déjà perdre tellement d'argent que sans les revenus des billets, je pense que ça en tout cas, c'est pas mon métier. Il y a des gens beaucoup plus formés que moi pour prendre cette décision-là, mais j'ai du mal à voir des Jeux olympiques et pour avoir participé à quelques occasions. Comment ça se matérialiserait sans spectateurs et bon, pourquoi une ville organiserait des Jeux olympiques s'il n'y a pas personne qui vient, surtout là, parce que le Tokyo, le Japon, ça va leur coûter, comment dire, il y a des enjeux financiers sérieux dans tout ça. Et bon, s'ils doivent rembourser tous les billets et tout se fait dans des huis clos, moi, je pense que les jeux vont être cancellés. Si j'aurais à mettre un petit 2 piastres, je crois que ça serait cancellé avant que ce soit en huis clos. Puis là, tu dis que la saison n'était pas terminée pour justement la qualification pour les Jeux olympiques. Est-ce que tu penses qu'ils vont la terminer puis aller directement aux Jeux s'il y a des Jeux? Bonne question. Je pense que comment dire... je pense que la Fédération internationale va tout faire pour qu'il y ait des événements. Mais je pense que de toute façon, il y a déjà eu beaucoup d'événements dans le circuit. Je pense qu'ils sont capables ils n'ont pas besoin de faire 50 événements avant les Jeux, si jamais ça va de l'avant. Donc, je pense que toutes les options sont là. Je pense que s'ils peuvent, ils vont faire le maximum d'événements. Moi, je gagerais qu'il va y avoir entre 3 et 30 événements d'ici les Jeux. C'est un bon range. C'est comment dire, je pense qu'ils sont prêts à vivre avec ces deux réalités-là. Et si c'est le coût pour qu'il y ait des Jeux olympiques, c'est d'avoir 3 événements, ben il n'y en aura que 3. Mais du même coup, je pense le désir de la Fédération internationale, qui eux aussi sont malheureusement, l'argent mène le monde et les décisions sont souvent prises pour les poches de celui qui prend la décision. Donc, je pense que la Fédération internationale va favoriser l'option qui génère le plus de revenus, mais sans compromettre la participation au jeu, parce que ultimement, chaque fédé internationale son plus gros revenu et les retombées des Jeux olympiques. Donc la participation olympique sera comment dire, protégée au maximum et à partir de là, ils vont en faire un maximum avant. Bon, OK. Trêve de plaisanterie, on va changer de sujet, là. C'est trop... c'est trop déprimant. Ouais, c'est trop déprimant. Tabarouette. Toi, tu as eu une grosse carrière en judo, là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, quand même respectable. Dans une autre vie. Ben ouais, dans une autre vie. Mais c'est même à cause de toi que j'ai commencé le judo, je pense que je te l'avais déjà dit. Là. Ouais, c'est la rumeur. Ouais, la rumeur, c'est ça. Puis, c'est de ta faute. Ouais, c'est tout de ta faute. Fais ta mère, Maï, à mourir. Non, ma mère t'aimait beaucoup. Elle aime pas Georges. Jusqu'à temps que tu fasses du MMA. Ouais, c'est ça, elle aime pas Georges, c'est pour ça. OK. Mais toi, je sais que ça t'a caressé l'idée
t'as caressé l'idée plutôt d'aller en MMA après ta carrière. Je pense que même ce bon vieux Stéphane Patry t'avait fait une proposition. T'étais-tu vraiment proche de faire ton premier combat pro de MMA à un certain moment? Je sais pas si c'est proche. J'ai eu des discussions, il y a eu on va dire, des propositions qui ont été faites. Il n'y a pas eu comment dire, ça s'est jamais rendu à une entente sur papier. Comment dire, c'était. Je pense. Attention, qu'est-ce que tu dis? Ouais, non, je pense que là, mon Dieu, ça commence à dater. Là. On parle d'il y a mon Dieu, 12 ans peut-être. Là. Je suis si vieux que ça. Ben avec la coupe de cheveux à la Chuck Liddell, c'était là plus jeune. Ouais, ça vient avec le confinement. Ben check ça, si moi j'ai de l'air de Colin Devin, si là ou un Beatle. C'est dur à dire parce que c'est tant que j'avais pas comment dire, une offre formelle sur papier signée. Pour moi, c'était encore un gros point d'interrogation. En fait, moi, je voulais pas le. Puis là, ça, j'ai eu plusieurs propositions à ce niveau-là je pense, mon Dieu, 3 organisations différentes. T'avais des propositions de 3 organisations différentes? À différents moments. Puis la majorité, c'était pour, comment dire, aller faire un combat ici et là. Mais bon. Puis t'as-tu les noms des promotions pour le fun ou Non, je ne veux pas nécessairement en parler, mais pour moi, si je faisais ça, je le faisais sérieusement. Puis si j'étais pour sacrifier, mettre de côté ma carrière à l'époque, il fallait que ça soit ça vaille la peine. Mon but, c'était pas d'aller ramasser 5000 pièces puis pas vraiment m'entraîner, aller me pointer là comme un judoka, puis Yoshida un peu de toi-même, là. Yoshida, il l'a quand même fait sérieusement. Mais il était bon, Yoshida. Il embarquait avec son judogi, ce qui était peut-être pas la meilleure idée, là, mais il était bon. Ouais. Mais mon but, c'était, si je le faisais, c'était de le faire comme il faut. Puis que de pas, comment dire, pour mettre ma carrière professionnelle de côté, il fallait que ça vaille la peine. Donc, j'étais quand même assez, comment dire, j'avais plusieurs restrictions. Oups. Oh, il est mort. Excuse-moi que c'est totalement cru. Parce que ça s'est jamais rendu à un contrat formel en bonne et due forme que je devais décider je signe ou je signe pas. Okay. Et là, j'aurais dû vraiment prendre la décision. Donc, on ne s'est pas rendu jusqu'à l'étape où je mets mon nom en bas d'un contrat. Okay. Donc, honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est passé proche. Parce que c'est de l'autre côté qui ont refusé mes demandes. OK. Je ne sais pas si mes demandes étaient trop... C'est quoi de 1 million de dollars? Show money. Non. Et en tout cas, donc, j'aurais peut-être jamais l'autre côté de la médaille, là, mais c'est bien correct comme ça. Mais si on met les négociations de côté, on retourne, disons, 12 ans en arrière. Est-ce que le MMA, c'est quelque chose qui t'allumait en général, si on ne parle pas de toi nécessairement? Et 2, sachant tout ça, est-ce que as-tu l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose ou pas du tout? Non, je ne pense pas que j'ai passé à côté de quelque chose. Pour moi, c'était, comment dire, j'ai toujours aimé me chamailler, comme Olivier le sait. À l'époque, j'étais, il y a 12 ans, j'étais pas mal plus en forme, pas mal plus fort qu'aujourd'hui. Et non, c'était, comment ça, je voyais ça comme un défi. C'était, comment dire, puis bon, les conditions que je demandais, c'était quand même
très avantageux pour moi. Donc, ça aurait, ça aurait pu justifier la chose. Mais ça m'intéresse, moi, de savoir les conditions. donc voilà, c'est, c'était, je pense que ça aurait pu être un beau défi à l'époque. Surtout que mon intention, c'était de faire ça localement. Là. Moi, je n'avais pas le fantasme d'aller à UFC comme Olivier, surtout à l'âge que j'avais. Donc, de faire 2-3 combats au Québec, c'était ce que j'envisageais, mais c'est pas quelque chose qui a pris forme finalement. Là. Mais est-ce que toi, tu aimais le MMA ou c'était juste le compétiteur en toi qui dit, tu sais, sais-tu quoi, ça me ferait de quoi de nouveau, là? Non, moi j'ai toujours aimé le MMA. J'en ai fait un petit peu pour m'amuser. Il est déjà venu s'entraîner avec moi. Hein. Ouais. Les dernières fois, ouais, il me prenait la face quand même, puis il me rampait ça contre la cage. C'était ça, sa technique spéciale. Je sais pas si tu t'en souviens. En tout cas, moi, je m'en souviens. Là. Ouais. Le face wash dans la cage. C'est une bonne technique. Donc, ouais, c'est ça. J'en ai fait avec Oli, c'était déjà... mon Dieu, ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça. C'est quand même plusieurs années après que les discussions aient eu lieu. C'était vraiment plus pour qu'il y ait de la viande devant lui pour se chamailler un peu. Là, c'était plus pour lui que pour moi. En plus, je m'en souviens, dans ce temps-là, je comprenais pas vraiment que je pouvais blesser quelqu'un, tu sais. Fait que je te frappais quand même. Je m'en souviens que je te frappais quand même fort au visage. Puis j'ai comme repensé à ça il y a quelques années. J'étais comme, my God, est-ce que j'étais un douchebag? Nicolas qui sait même pas faire de buck, ben tu sais, t'as tes bases, là. Mais genre moi qui étais là, qui contrait tes jabs, qui revenait avec des straight. Puis, mais tu sais, maintenant, quand je me bats contre des gars un petit peu moins avancés, comme Javad, tu sais, quand il était revenu, Javad, qui est un autre judoka vraiment, vraiment super bon, j'ai frappé à la tête, j'ai frappé au corps. Ouais. Puis en plus, c'est mieux parce que tu sais, j'ai drop au corps, mais il n'y a pas de séquelles. Puis c'est genre, ça me fait c'est ça me fait du... Apparente, ouais. Ben ouais, mais... Ouais, apparent. Mais non, c'est très apparent, ça me fait du bien, les voir souffrir, tu sais. Ils souffrent pendant 15 secondes, là, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe, que c'est la première fois qu'ils reçoivent un coup dans le foie, puis ils pensent qu'ils vont mourir, puis là, moi, je suis comme nice. Puis finalement, ça passe, puis là, ils sont comme, finalement, c'était pas si pire, tu sais. Oui, Olivier, il allait, ça je vais vous confirmer, là, que c'était pour lui un combat d'entraînement avec un bonhomme de 40 ans qui veut s'amuser ou dans la finale de Tough de UFC, il allait de la même façon. D'où pourquoi le face wash dans la cage? Dans la cage. Hey, j'avais eu des marques pendant 2 semaines, genre. Mais t'étais bon, ouais. Si t'étais vraiment bon. Puis, tu sais, juste pour un petit peu confirmer qu'est-ce que tu disais, là. Moi, puis, tu sais, Nicolas, il a été mon coach pendant des années. Puis c'est peut-être une des raisons aussi que j'ai essayé de me venger pendant qu'il est venu faire du MMA. Mais il a été un de mes coachs pendant vraiment des années. Puis à chaque jour, je me souviens qu'on parlait de qu'est-ce qui se passait en MMA, on parlait de jiu-jitsu. Fait que tu sais, il était vraiment aussi intéressé à voir qu'est-ce qui se passait ailleurs qu'au judo, tu sais. Puis c'était un des rares, parce que souvent les personnes qui font du judo, ils ont beaucoup l'espèce de mentalité que la seule chose qui fonctionne au monde, c'est le judo, tu sais. Tandis que Nicolas, il était vraiment plus ouvert d'esprit. Il voyait, je pense, qu'est-ce que tu pouvais aller chercher en jiu-jitsu. Même qu'on faisait des combats. Je pense que tu étais allé à BTT une couple de fois faire du jiu-jitsu. Ouais, j'étais allé une couple de fois au BTT. J'étais allé à Gracie Barra une couple de fois. Pour moi, c'est vrai, je t'avais amené. Je t'avais amené au Gracie Barra avec Bruno Fernandez. Ben ouais. Puis à chaque fois j'allais no-gi parce que pour moi, c'était comme, si je serais pour me chamailler avec mon judo-gi, je ferais du judo. Donc. Et pour moi, c'était un défi d'aller au BJJ puis de le faire no-gi. C'était aussi un apprentissage. Je pense que techniquement, ça te force à réfléchir, à apprendre des choses.
La base, c'est la même chose. De toute façon, c'est le corps humain, notre arme. Donc, il y a peu importe les règles, on va dire, d'arbitrage, comment maîtriser un adversaire avec ses mains. Il n'y a pas 50 000 façons, mais il y a des petits ajustements que les règles d'arbitrage te font faire, que tu as un judogi ou pas de judogi te font faire. Donc, pour moi, c'était amusant, ce changement. C'était des défis. Aussi, à l'époque que je faisais ça, c'était quand je m'entraînais au judo, c'était les jeunes que je coachais. Là, c'était des gens que je revenais plus, donc je pouvais être moins gentil aussi. Donc, c'était pas cette partie-là n'était pas désagréable non plus. Donc, c'était quand même de ma carrière de combattant. Je garde des bons souvenirs de ça, parce que c'était, comment dire, c'était toujours... bon, c'était une époque que j'étais encore pas mal en forme, pas mal fort. Et que, il dit ça comme s'il était plus en forme et plus pas fort. Ah, là, mais, si j'ai des oui dire, moi, que t'es encore... en tout cas, t'étais encore pré-COVID en shape, là. Non, mais plus comme c'était à cette époque-là. Et tu sais, à chaque fois que j'allais dans un club comme ça, j'étais toujours j'étais toujours super bien accueilli et challengé. Les gens, Ça les intéressant de se tester, hein. Ouais, je trouvais ça agréable parce qu'il y avait cette espèce de désir de me tester, de me challenger, mais fait dans un état d'esprit très, comment dire, accueillant et très respectueux. Donc, puis, donc, c'est quand même des beaux moments de ma carrière de combattant. Puis là, tantôt, tu disais que tu regrettais pas d'avoir pas fait une carrière en MMA. Quand tu vois des gars comme Ishii, qui était champion olympique puis qui ont eu une carrière en MMA assez... désastreuse. Difficile, je pourrais dire. Ça, c'est un peu inexplicable parce que quelqu'un comme Ishii était tellement tough, tellement fort. Et là, soudainement, tu rajoutes des coups de poing, puis on dirait que tout ça a disparu. Je sais pas, c'est un grand mystère. Moi, je pensais qu'elle allait dominer le MMA. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé quand il avait peut-être 16 ans. C'était un des gars les plus toughs sur le circuit, les plus en forme, les plus entraînés. Et il était incapable de transférer ça au MMA. C'est une espèce de mystère pour moi. Tu penses-tu qu'il était tellement avancé en judo que, disons, les mauvaises habitudes qu'il est allé chercher au judo, il n'était pas capable justement des régler, donc comme donner son dos ou faire des takedowns, tu sais, que tu gardes la position au lieu de faire un hippon puis de faire une roulade avec, là, tu sais. Je pense qu'il y aurait... de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tous ces combats, mais je pense qu'il n'est pas capable d'encaisser un coup de poing, donc c'est jamais une bonne recette au MMA. Il n'a jamais appris à donner un coup de poing. Mais malgré tout ça, je pense que s'il avait réussi à améliorer son sol, il était très fort au sol dans les règles de judo, mais on dirait qu'il a été incapable de transférer ça dans un concept de soumission. Parce que, je veux dire, Olivier va me comprendre, là, tu peux tenir quelqu'un à Saïkomi pendant 5 minutes, là, mais ça ne te fera pas gagner un combat. Ça dépend. Dis ça à Usman, OK? Il faut que tu sois capable de faire taper l'autre. Ouais. Et on dirait que... moi, j'ai fait je ne sais pas combien de combats avec ce gars-là. Je veux dire, c'était un animal, mais il y a jamais... Il y a un petit quelque chose qu'il n'a pas compris. Puis, des fois aussi, c'est, comment dire, au lieu de... moi, je pense que les gars qui font le transfert comme ça, il y en a qui, soudainement, ils se disent, il faut que j'apprenne à boxer parce que je ne sais pas boxer. Mais ils ne sauront jamais boxer. Il serait peut-être mieux de travailler sur ce qu'ils savent faire, l'adapter.
J'ai comme l'impression qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il s'entraîne avec Rocop. Je suis pas sûr c'est le... C'est bon pour le cerveau. Ouais, aussi. Et ça, c'est l'autre affaire. À un moment donné, c'est manger des coups de poing sur la marboulette. C'est ça que moi je m'en souviens, j'avais écouté ses premiers combats, puis il y avait comme un build-up. Tous ses partenaires d'entraînement, c'est ça qu'il disait. Il disait pas il est super bon, puis il est super. Il disait tout, ouais, il encaisse vraiment bien là. C'est un bon encaisseur. S'il a transféré un peu sa méthode d'entraînement au judo, au MMA, au judo, tu peux faire beaucoup de sparring. Tu peux les deux taureaux qui se montent ensemble. Puis, mais ça laisse pas de dommages. Mais si tu fais ça au MMA puis tu t'échanges coup pour coup, qui mieux, à un moment donné, ça ne marchera plus ton affaire. Là. Puis quand tu vois un gars, là je vais revenir à Javad, là, mais un gars comme Javad, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait à voir qu'il aille lui aussi en MMA? Moi, je pense que ce serait, comment dire, peut-être un peu vieux pour basculer. Moi, je pense qu'il y a un meilleur bagage en lutte que la majorité des judokas. Donc, c'est définitivement un avantage. L'autre avantage, je pense, c'est un poids lourd. Les poids lourds, il n'y a pas grand profondeur. En fait, il y a zéro profondeur présentement. Il n'y en a juste pas. Et tu mets un athlète comme ça, même s'il ne s'est jamais battu de sa vie, juste ses qualités athlétiques, je pense qu'il va faire un bout de chemin. Mais bon, c'est tout le temps, comment tu réagis quand tu as un bon coup de poing sur la marboulette, ça, je pense que tu ne le sais jamais trop tant que tu ne l'as pas reçu. Là. Ben, moi, quand je l'ai vu s'entraîner, là, Javad, là. Puis là, on parle de Javad là, en passant, là, pour le monde qui écoute. Là. Javad, c'est un judoka qui venait d'Iran, si je ne me trompe pas. Il s'est soulevé d'Iran, puis il était comme dans les meilleurs au monde, là, vraiment un grand judoka. Qui s'est sauvé, qui est arrivé ici au Canada, puis que, à ce que j'ai compris, là, tu me corrigeras, Nico, si je me trompe, là, mais il a comme arrêté un petit peu le judo parce qu'il ne pouvait plus compétitionner à cause que, bon, il s'était sauvé. Puis il a commencé le MMA, mais là, finalement, je pense qu'il est comme sous la bannière des Olympiques. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme le drapeau. Des réfugiés, ouais. OK, fait que là, il aurait le droit de faire des compétitions, c'est ça? Exact. OK, puis est-ce qu'il y a-t-il des qualifications qu'il doit faire pour participer? Je pense qu'il y a deux défis. Un défi je pense pas qu'ils vont, comment dire, lui demander 50 tournois pour se qualifier. Là, je pense qu'il bon, dépendamment de ce qui arrive, s'il en fait 2-3, je pense que ça va être suffisant. Mais tu as tout le défi de voyager du Canada en étant un réfugié où le statut n'est pas finalisé, on va dire ça comme ça. Le défi est plus la logistique de voyager en ayant une demande de réfugié au Canada et pas sa résidence permanente. Il a quel âge maintenant? Moi, il doit avoir 32 ans, quelque chose comme ça. Là. Ah ouais? Je pensais qu'il était plus jeune que moi. Ouais, ah. Mais, mais moi, je l'ai vu s'entraîner, Nico, là, puis pour de vrai, là, avec en regardant la catégorie des poids lourds dans l'UFC, je donnais 3 ans pour se rendre là. Je pense qu'il pourrait vraiment faire des dommages là-bas. C'est sûr que, bon, comme tu dis, il est un petit peu vieux, puis c'est les lourds. L'avantage, c'est que c'est les lourds, là. Mais moi, je pense qu'il serait capable, mais une longue carrière. Ben, en même temps, tu sais, Daniel Cormier, il n'est pas jeune, hein? Non, absolument. Non. Ben, c'est aussi comment dire... je pense que quelqu'un comme ça, il faut que les revenus soient au rendez-vous rapidement pour qu'il s'engage vraiment à 100%. Je pense pas qu'il peut faire 3 ans de combat à 500$. Là. Je pense qu'il va falloir qu'il soit capable de gagner sa vie avec ça rapidement pour vraiment s'entraîner comme il doit s'entraîner. Je pense que s'il décide de se lancer au MMA, je pense que ça va être son défi de gagner sa vie et de s'entraîner à temps plein comme il doit le faire pour progresser. Là. Mais tu sais, en même temps, s'il voulait faire du judo puis aller aux Olympiques, il aurait fallu qu'il s'entraîne quand même à temps plein. Absolument. Puis il va pas être gardé. Il va pas être gardé par...
Ben, il y a des programmes de financement qui vont par des programmes pour les réfugiés. Donc, je ne sais pas exactement s'ils pourraient être éligibles, s'ils pourraient en avoir. Mais absolument, c'est tout le temps. Tu as connu les défis de la vie d'athlète. Moi, ça, oui, c'est vrai, c'est une des raisons pourquoi j'ai changé de sport, hein? Ouais. Tu t'es rendu compte que c'était pas tant plus payant que ça au MMA au début, là. Ben non, ben moi, il fallait que je choisisse soit le carding parce que, tu sais, j'avais été refusé au carding. Ouais. Puis finalement, je sais pas ce qui s'est arrivé. En tout cas, vous aviez dit, mais finalement, ouais, une annulation, tu rentres dans le carding, mais il faut que tu arrêtes le MMA. Ouais. Puis j'étais comme, tabarouette, ça faisait partie du contrat, j'avais pas le droit de faire d'autres sports. Puis non, j'ai décidé d'aller gagner en MMA. Ben ouais, c'est ça, d'aller en MMA, vendre mes billets, puis d'avoir 10% des billets que je vendais pendant les 2 premières années, tu sais. Mais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas, je pense, d'une façon ou d'une autre, le chemin vers le top, ouais, pas des années plus difficiles par moment. Puis, bon, lui, il y a femme et enfant aussi. Toi, tu avais juste un enfant, tu n'avais pas de femme, c'était plus facile. Hey, what the heck? Donc, tu sais, je pense que c'est tout ça. Ça, c'était la version de Face Wash, mais podcast. Tu sais. Ouais, mais tu vois, il ne m'invitera plus. Là. Non, si j'aime ça depuis tantôt, je le niaise. Il faut bien que c'est une bonne guerre. Là. Mais, hey, toi, Nico, là, man, tel Back to the Future, man, je vais revenir dans le temps. Là. Mais toi, quand tu as fait, quand tu voulais peut-être changer de sport pour aller en MMA, ça fait combien d'années de ça? Je pense que c'est autour de 2017 ou on a fait la même. Là. 2017. 2007, pardon, excuse-moi. Je trouvais ça récent. Non, c'est pas si récent que ça. Là. Ça fait 13 ans, 14 ans. Là. Ça, c'était-tu au début de bosser, ça? Je pense qu'il commençait ou à peine. Là. Parce que, tu sais, moi, je me dis qu'au Québec, ça aurait été le combat à faire, là, toi contre Bossé. Là. Et depuis tantôt, je pense à ça, là, en fait. Là. Ouais. Mais ça aurait été intéressant pour ça de te battre contre Bossé? J'en ai aucune idée. En fait, je connais pas vraiment. Pas que je veux créer une petite tension entre deux présentement. Là. Honnêtement, je pourrais pas te dire. J'ai aucune idée comment dire, c'est quoi sa valeur. Je sais même pas en fait sa grandeur, sa grosseur. Je pense qu'il était heavyweight au début, à mon souvenir. Là. Donc, c'est quand tu. En tout cas, de mes points de repère, si j'ai jamais vu quelqu'un se chamailler de proche, c'est très dur à juger. Hein. Ouais. Anyway. J'ai les réflexes. Au judo, on a tendance, on finit tout le temps par s'entraîner ensemble tôt ou tard. Là, donc, on a tout le temps un bon, une bonne idée de la valeur de ton adversaire quand tu te retrouves en compétition. Donc, c'est un peu, c'est ces vieux réflexes-là que probablement au MMA, ça doit être dur à retrouver ou tu te retrouves à te battre contre des gens que tu n'as pas aucune sensation. Parce que dans un combat, de regarder des vidéos, c'est une chose, mais de sentir l'adversaire, sentir la force, c'est, ça te donne des indices de loin supérieurs à une vidéo. J'imagine, c'est la force... c'est comme Oli, je sais quelle force il frappe avec ses coups de poing. Pour le vrai, pas tant que ça. Je suis pas considéré comme un grand frappeur, là, je te dis. Donc, de savoir ça avant que tu montes dans un ring, dans une cage, c'est de l'information vraiment unique. C'est pour ça que je pense ils utilisent souvent en boxe les premiers rounds un peu plus relax pour sentir un peu l'adversaire. Au judo, souvent, on s'est déjà entraîné ensemble. On a cette impression-là, cette sensation-là déjà en mémoire. Donc, on a, quand on met les mains dessus, on a beaucoup moins de surprises que j'imagine quand tu te retrouves contre un gars que tu n'as jamais affronté au MMA.
Mm-hmm. Écoute, peut-être dans un univers parallèle, tu t'es battu contre Bossick. Dans une autre vie. Là, en judo, ça fait quelques années vraiment qu'il y a eu beaucoup de changements de règles. Tu penses-tu qu'ils vont se calmer puis finalement garder les mêmes règles pendant quelques années ou c'est-tu fini, là, tous ces changements-là? Bonne question. Ben, ça va devoir faire le tour au complet. Ça va revenir aux anciennes règles à un moment donné. Tu penses? Oui. C'est, comment dire, les règles qui sont là actuellement, c'est des règles qui étaient là à une autre époque, là, avant qu'on soit né. C'est des cycles, c'est des modes, ça va. Dans 20 ans, il y a des gens qui vont être assis à discuter puis à rire de nos règles d'aujourd'hui, puis comment les nouvelles règles sont tellement mieux, puis c'est le processus de la vie. Donc, un jour, il y aura des ramassements de jambes, un jour, il y aura des coca, puis peut-être même qu'un jour, il y aura des clés de jambes, parce qu'à un moment donné, il y avait des clés de jambes qui étaient permises. Ça évolue. Je suis convaincu qu'un jour, on va revenir à des règles comme ceux à l'époque que tu étais combattant. Mm-hmm. Oui, parce que quand je me battais, on avait le droit à toucher les jambes. Là. Ouais. Puis ils ont changé les règles. Puis là, j'étais comme, crime, ma technique que je faisais 99% du temps est interdite. Ouais. Mais y avait-tu une raison pourquoi ils ont décidé justement d'enlever de toucher les jambes? Ben, ce qu'ils disaient, c'est que ça forçait les combattants à être trop penchés, ce qui limitait le nombre d'attaques. Si tu avais beaucoup les deux adversaires penchés, plus un peu comme ce qui, eux, comparaient à la lutte. C'est la raison principale. Faut se mettre dans le contexte que chaque sport est évalué aux Jeux olympiques. Les Jeux de 2008, ça avait été un peu la catastrophe dans le ranking des sports à Pékin. Le judo avait vraiment fait mauvaise figure. Tu veux dire que le monde n'écoutait pas ça? Il n'y avait pas de... Ils ont toute une grille. C'est une feuille d'évaluation de mon Dieu, ça doit être 25 pages. Là. J'avais passé à travers tout ça à cette époque-là. Les sports sont évalués sous toutes sortes de critères, dont les codes d'écoute, évidemment, qui est un très important. Et c'est un peu suite à cette mauvaise évaluation-là qu'ils avaient passé à travers un peu toutes les façons de chercher. C'est là que le classement mondial est arrivé, l'organisation du circuit mondial est arrivée, la réglementation d'un judogi, les changements de règles, ainsi de suite. Tout vient un peu de cette évaluation-là. Et l'objectif, c'était de rehausser sa cote. La ristourne financière qui vient des Jeux olympiques d'une fédération internationale est en partie liée à cette cote-là. Comme je dis, tout revient à l'argent tôt ou tard. Donc, c'est tout ça, c'est tout l'ensemble. C'est essayer de rebâtir l'intérêt médiatique, de bâtir un circuit mondial et d'attirer de l'argent dans l'organisation. Tout faisait partie d'un plan qui, somme toute, c'est quand même bien déroulé, je pense. Ouais, ça s'est bien passé? Ben, vous avez perdu un grand judoka, par exemple, à cause de tout ça, là, mais... Ouais. Je pense que l'avenir du sport aux Olympiques est un peu en jeu. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont vraiment complètement transformé plein de choses. Les règles techniques, c'est un aspect. Et bon, je pense qu'il y a eu une première série avant Londres, une deuxième série de gros changements après Londres. L'espoir était que pour les Jeux de Tokyo, le judo soit dans les premières ou deuxièmes disciplines du classement. Comptant sur évidemment l'appui du Japon. Ouais. Évidemment, c'était un peu
En étant au Japon, c'était le gros avantage. Ce qui a permis aussi d'ajouter l'épreuve par équipe mixte. Donc, en fait, c'était un peu c'était... C'est censé être le point culminant de toute cette transformation-là. Il y avait une épreuve de mixte? Oui, à Tokyo, il y a une épreuve par équipe mixte. Ah ouais, tu peux-tu expliquer comment ça fonctionne, ça? C'est... les équipes doivent se qualifier. Il y a 3 catégories de femmes, 3 catégories d'hommes qui sont représentées. Et comment tu fais pour te qualifier? Une équipe se qualifie en ayant 6 athlètes qui se sont individuellement qualifiés dans les catégories représentées. Donc, si tes athlètes se qualifient, tes athlètes sont à Tokyo, tu peux prendre part au tournoi par équipe. OK. Ouais, prendre une bonne petite gorgée. Nice. Excuse-moi, là. Comment ça fonctionne le par équipe? C'est qu'une catégorie, il y a 2 personnes qui se battent, puis ils vont juste faire les points à la fin. Ils font le plus grand nombre de victoires. Donc, en fait, ça se termine la première équipe qui a 4 victoires. Si ça finit 3-3, ils tirent un combat au hasard. Ah, OK. Au hasard. Okay. Ouais. Donc, une des catégories qui tire au hasard et les combattants se rebattent. Et le gagnant, son équipe gagne. Puis là, le Canada, pouvait-tu participer à ce... Quand tout ça a été mis sur pause, le Canada était dans les équipes, dans les 8 ou 9 équipes sélectionnées. Ah, wow. My God, c'est triste, ça. J'ai mes questions qui datent de 2010 quand même, sur le changement des règles du judo. Écoute, je pense que ça va être tout, Nico. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire. Là, non, tout va bien. Mais c'est une torture. Ouais. Tu veux pas... Avoir su, j'aurais participé avant. Non? Quoi avoir su quoi? Mais écoute, je vais te dire un gros merci d'être venu. Puis un gros merci aussi, parce que tu me commandites. Ah oui, si. Ah ouais? Ouais. Je commandite chacun de mes combats depuis pas mal le début de ma carrière. Là. Jucado. Donc, tu es aussi un des propriétaires de Jucado. Hey, attends, tu veux-tu finir là-dessus? Bien sûr. Ben oui. Toi, quand tu faisais du judo, tu as comme décidé de partir Guild Sport, c'est ça que ça s'appelait au début? Exact. Pour la courte histoire, hein, mon Dieu. En 2000, après les Jeux olympiques de Sydney, mon commanditaire de judogi, après que j'ai terminé 2e, il m'a annoncé tout bonnement que... il voulait juste le gagnant ou rien. Non, il m'a dit que bon, c'était pas mal le pic de ma carrière, donc il y avait moins d'intérêt pour moi. Et j'ai dit, écoute... Ben Chris, ok, je suis fier de celle-là. Là. Et il devrait être content parce que la photo de toi qui se fait projeter, ça, elle a été partout. Ouais. Ouais, c'est probablement ce qu'il s'est dit, parce qu'à Sydney, j'avais ses judogi. Ah ouais. Mais il devrait être content, là, non? Ouais, tu la vois partout, c'est sûr que bon. Le gars, il est dans les airs avec un gros Ichimata, là. Le logo en envers. Ouais. Et donc, quand j'ai refusé de renouveler à moins, et j'avais plus de commanditaire de judogi. Et c'est là que l'idée m'est venue de dire, je vais essayer de lancer quelque chose. Donc, après, ça m'a pris 18 mois probablement de picossage avant d'avoir un premier exemplaire. Et je suis devenu mon propre commanditaire. Et c'est venu à, j'ai développé, j'ai commencé à mon sous-sol. C'était mon entrepôt, c'était mon sous-sol pendant une couple d'années avant que j'ai un pignon sur rue. Je commence à vendre des tatamis, aller dans d'autres sports, essayer de percer un peu l'MMA. J'ai commandité des shows d'MMA à une époque, mon Dieu. Comment ça s'appelait, là? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. XMMA?
Non, je pense que c'est avant ça. Ringside. Ah ouais, plus avant ça. C'est vieux de même que je suis. Là. Ben... Et donc, et jusqu'en 2012, où là, ben, à travers tout ça, moi, j'ai fait une partie de ça, j'étais athlète, j'ai fait une partie de ça, évidemment, j'avais un emploi à temps plein et donc ma vie devenait un peu impossible et je devais prendre un peu une décision à savoir qu'est-ce que je fais. Je lâche ma job pour me consacrer à temps plein là-dedans. J'embauche quelqu'un pour diriger ça, puis donc j'étais un peu rendu un peu un certain cul-de-sac, dans le sens qu'il fallait que je me branche d'une façon ou d'une autre. De faire les deux comme je faisais, c'était plus viable. Je travaillais 15 heures par jour, puis à un moment donné, si je veux avoir une vie, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que Joël, qui avait repris Jucado, m'a approché pour fusionner. Et on s'est entendu sur une fusion. Et depuis ce temps-là, depuis 2012, que je suis actionnaire avec Joël de Jucado, qui est l'entreprise formée entre, à l'époque, Guildsport et Jucado de l'époque, là, qui est... bon, évidemment, que présentement, dans la situation actuelle, c'est pas nécessairement la meilleure la meilleure option. Là. C'est un moment assez difficile pour les entreprises, avec la majorité des clubs fermés. Donc, on va espérer qu'en septembre, ça reprend en bonne et due forme. Mais c'est-tu ouvert présentement, Jucado? Est-ce que tout le monde peut aller acheter des katanas? La boutique n'est pas ouverte comme telle. On gère toutes les commandes en ligne. Le site est fonctionnel. Okay. Les gens peuvent venir sur place ramasser, surtout sur les objets plus gros. Donc, on offre le ramassage, mais sinon... On offre le ramassage? C'est tout la livraison que tu offres, là? Mais... on offre la livraison ou le ramassage. Okay, les deux options sont possibles. Des fois, de ramasser 50 tatamis, c'est mieux que de se faire livrer. Donc voilà. Donc, on est ouvert, mais en ligne. Donc, si vous avez besoin d'équipements, vous êtes les bienvenus. Puis, hey, juste pour le fun, y a-tu une augmentation de vente de tatami ou de matelas pour le sol, vu que tout le monde était pogné chez eux puis ils ont décidé de se faire un gym intérieur? Moi, ça fait une couple de personnes qui me disent qu'ils sont allés au Jucado à chercher des matelas pour... Ben, je pense évidemment... même ma soeur qui est une mère de famille de 50 ans qui est allée s'acheter de l'équipement pour faire son petit workout à la maison. Je pense que dans le confinement, c'était... je pense qu'il n'y avait plus de dumbbells en ville. Tout le monde se cherchait des activités à faire à la maison. Évidemment, les tapis à domicile, ça a été, ça donnait un bon coup de main durant le confinement. Ou les punching bags dans le sous-sol, ça a été... il y a quand même plusieurs gyms qui ont saisi l'opportunité pour se réaménager, faire un peu un upgrade. Ils ont saisi l'opportunité pour se rééquiper, un peu se faire peau neuve et ainsi de suite. Donc, c'est quand même chacun... Je pense que les gens ont continué la pratique de différentes façons, mais la pratique... les gens aiment ça. Les sports de combat, ça reste que il y a beaucoup de gens qui aiment en pratiquer, aiment s'entraîner. Donc, c'est malgré les empêchements et le confinement, je pense que la pratique reste encore très active. Puis là, j'ai encore, excuse-moi, là, revenir dans le temps. Là. Mais tantôt, tu parlais que ton commanditaire t'avait laissé tomber. Mais en fait, c'est plus toi qui avais laissé tomber le commanditaire parce que l'offre ne t'intéressait pas. Tu as parti Guildsport pour te payer toi-même. Mais quand tu as parti Guildsport, j'imagine, c'est quoi? Tout le monde a commencé à acheter ça comme ça à Montréal? J'imagine qu'il a fallu que tu fasses quand même un petit peu de travail de promo ou juste ta médaille, ça t'a aidé, tu sais? Non, malheureusement, ça n'a pas été en claquant des doigts. Il a fallu faire de la promotion, il a fallu solliciter les gens, il a fallu faire de la publicité, et ainsi de suite. Il a fallu que je participe à des événements. On a essayé de faire la promotion
au maximum de ce que je pouvais. Comme je disais, c'était pas mon emploi à temps plein. Il y avait quand même une réflexion. Au Québec, il n'y avait pas énormément il y avait Jucado qui était bien implanté. Il y avait pas Jucado, c'était tes compétiteurs? Oui, absolument. Ouais. Et, If you can beat them, join them, hein? Et donc, il n'y avait pas, comment dire, les marchés ont besoin de compétition, d'avoir juste une compagnie qui offre un produit. Je pense que ce n'est pas nécessairement sain pour l'industrie. Donc, au Québec, c'était un marché qui était quand même relativement facile à percer. Pour aller un peu plus... dans le pic, avant que l'IGF commence à un peu mettre les règles des judogi approuvés, etc., je pense qu'on vendait dans 9 pays. Donc, on avait quand même réussi à développer un beau réseau de distribution à l'époque. Ouais, puis là, pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce que tu viens de dire, là, en gros, c'est qu'avant, quand on faisait des compétitions internationales, on pouvait décider de quel judogi qu'on portait. Puis là, à un moment donné, le IGF, ils ont décidé que fallait que tu leur donnes du cash si tu voulais. Fallait que... Ça, c'est la version, comment dire, probablement très transparente. La version politique, excuse-moi, la version plus politique, c'est qu'il fallait que les uniformes soient approuvés et pour pouvoir être portés sur le circuit mondial. Donc, en 2009, c'est le dernier championnat du monde où il n'y avait pas ces règles-là. Ma compagnie avait un kiosque au championnat du monde à Rotterdam en 2009. C'est un des hauts faits d'armes de mon entreprise dans le pic. Et là, je voyais vraiment le marché mondial s'ouvrir tranquillement. Et là, immédiatement après le championnat du monde, l'investissement que j'avais fait pour être présent sur place est un peu envolé en fumée avec les nouvelles règles de l'IGF qui, pour moi, dans un petit marché comme le Canada, ça restait, comment dire, c'était un certain passe-temps, on va dire ça comme ça. C'était pas mon gagne-pain principal. Je voyais mal comment justifier tout l'investissement requis pour être une marque approuvée. Ça coûtait combien si tu voulais faire partie des Goku? Il y avait quelques frais divers là, pour être approuvé et il y avait une redevance de 50 000 US par année à donner à la Fédération internationale. Là. Quand même. Un petit bonus. Un petit bonus de soirée, ça. Ouais. OK. Wow, my God. Puis, je pense que ça va être ça. Mais ça a pris combien de temps vraiment pour que ça parte au Québec quand tu as commencé Gilsport? Oh mon Dieu! Tu disais que ça a pris 18 mois avant d'avoir ton premier prototype, c'est ça? Ouais, avant d'avoir un produit, comment dire, qui était vendable. Je dirais probablement... Je ne peux pas dire de bêtises, ça commence à dater. Je pense que ça a dû prendre un bon 2 ans avant de commencer à, on va dire, une percée, là, que ce soit quand même significatif. Là. OK, quand même. Faut que ça évalue la peine que tu quittes, disons, le... Ouais. Donc, entre, comment dire, le début complètement du processus et on va dire que ce soit une compagnie qui se tient debout, là, avec assez de produits, puis une gamme qui a du bon sens, qui est avec des ventes significatives. Je pense peut-être entre 3 et 4 ans là, au total. Là. OK. Puis là, présentement, ça existe-tu encore, Gilsport? On a c'est une marque de Jucado. On a encore des produits. Okay. Donc, on avait des produits qui allaient sortir à l'automne, qui ça va être un petit peu probablement décalé. Là.
Mhm. OK, ben au moins le nom, il vient encore. Là. Tu sais, je sais que bon, la compagnie Gaspard était plus là, fait que c'était devenu Jucado, mais je me demandais si sur les jus de. Mais y a-t-il aussi des jus de Guy Jucado que vous vendez? Oui, on a différents brands OK. qu'on garde actifs. Là. OK, ben je pense que là, pour de vrai, c'était la dernière question. Qu'est-ce que je suis un bon intervieweur, hein? Ouais. C'est fini. Plot twist, j'ai 2 autres questions. OK, là, c'est fini. Plot twist, j'ai d'autres questions de 2010. Si, c'est bon. Gros merci, Nicolas, d'être venu. Vraiment, merci beaucoup. Puis ceux qui veulent s'entraîner chez eux avec leur, je sais pas, avec leur blonde, leur enfant ou leur frère, allez voir Jucado. Ils ont plein de stocks. Ils ont même des épées. Vous allez pouvoir faire des... Ouais, je devrais peut-être pas dire ça parce qu'il va y avoir du monde qui va le faire pour de vrai. Là. Il va y avoir du monde qui vont dire « Ouais, c'est une bonne idée, ça! » Ouais. Des punching bags ou des tapis pour votre sous-sol. Ça va être mieux que des épées. Ouais, mais vous avez vraiment pas mal tout, même des dumbbells, des... vous avez tout là-bas. On a comme 3000 produits. Ouais, fait que c'est jucado.com, c'est ça? Oui, absolument. Parfait. That's it pour de vrai, là. OK. Merci, Nicolas. Ciao. Parfait. Bye bye. Merci, là.